miarabitsika rehetra amin'ity androandroany ity andro manokana iverina hoe célébrentsika ny hoe heure fahora miaraka amin'ny orinasa tsy miankina dia mialatsiny antsika rehetra indray amin'ity androany ity izay organiseny miaraka apy sy WWF miaraka zany dia isaorana ny mpiara-miasa aminay miaraka apy tsy ireo orinasa izay tonga eto fantatritsika ihany izy rehefa eo fa tombokitsika zany androany ny célébration ny heure fahora entreprise dia lako tsy ny dia melo fa avaditsika amin'ny teny français ilay izy satria misy terme technique maromaro ny panel de discussion androany. Donc pour le contexte, on va mettre un peu le contexte. Bonsoir tout le monde, bonjour. Face à l'urgence climatique et à l'effondrement de la biodiversité dans le monde, avec une perte alarmante de 73% des espèces vivantes en 2024 et une hausse record des températures dues au changement climatique, l'heure fahora appelle à une prise de conscience et à l'action. Initié par le WWF, cet événement va au-delà du geste symbolique et devient une véritable plateforme de sensibilisation et de mobilisation. Dans ce contexte, WWF à Madagascar et Miaracap a organisé ce panel de discussion intitulé « Pratiques responsables en entreprise, un levier essentiel pour un développement durable ». Ce panel réunit aujourd'hui des acteurs économiques engagés pour explorer les stratégies qui permettent d'intégrer la responsabilité au cœur des modèles d'affaires malgaches, conciliant ainsi performance économique et impact positif sur l'entreprise, sur la société en général, mais aussi sur l'environnement. N'oublions pas que Madagascar est un hotspot de la biodiversité et c'est une richesse qui nous appartient à tous et on en profite tous et c'est à nous tous de garder un peu, maintenir cette biodiversité intacte. Donc pour la présentation des panélistes, j'invite maintenant nos très chers panélistes, à commencer par Taïn. Est-ce que tu peux, 3 minutes pour nos panélistes, tu peux te présenter, qui tu représentes ici? Bonjour tout le monde. Donc je suis Taïna Renjiarlala, directrice développement durable du groupe Azan. Donc le groupe Azan est composé de 6 sociétés, JP, Sokolé, Le Cofruit, Aigle d'Or, Tanzaka Food et Poost. Je suis ici aujourd'hui, donc comme je l'ai dit, en tant que première en charge du programme RSE du groupe Azan. Mon parcours professionnel, à la base, je suis ingénieur agronome de spécialité industrie agricole et alimentaire. J'ai travaillé dans des sociétés, notamment pratiquement dans le domaine de la qualité. Au fil des années, donc quand j'ai intégré Le Cofruit en 2010, j'ai été au premier plan pour voir l'évolution des réglementations et des changements de comportement des consommateurs européens, aussi bien vis-à-vis des réglementations sociales qu'environnementales. Et donc dans ce cadre-là, on a mis en place depuis 2012, donc chez Le Cofruit, une des sociétés du groupe Azan, une démarche RSE. Au début, ça n'a pas été concrètement structuré, mais au fil du temps, donc ça a pris de la forme. Et donc dernièrement, donc en 2024, il m'a été assigné comme mission de diffuser cette bonne pratique qui s'est mise en place chez Le Cofruit à toutes les sociétés du groupe, donc que j'ai cité tout à l'heure, JP, Sokolé et les 5 autres sociétés du groupe. Voilà, merci. Merci beaucoup Taïn et merci au groupe Azan d'être ici. Je passe maintenant la parole aux neurodames. Sarah. Bonjour à toutes et à tous. Moi, c'est Sarah Ranjiamalandi. Je suis la directrice marketing commercial et responsable ESG chez Le Complexe. Donc, c'est vraiment en tant que responsable ESG que je suis ici aujourd'hui. Le Complexe, c'est le leader actuellement en restauration collective, c'est-à-dire en cantine d'entreprise. À Madagascar, actuellement, nous préparons 14 000 repas par jour. Ça ne cesse d'augmenter.
Et on a 3 grandes cuisines centrales, dont 2 se trouvent à Tana et puis une autre qui se trouve à Tuamasen. Et on a plus de 16 cuisines satellites. Ce sont en fait les cuisines qu'on installe chez nos clients. Et depuis 2016, en fait, la création de la société, nous avons une vision qui est d'allier la performance économique, mais surtout de faire des impacts et des impacts positifs. Et nous avons donc mis en place, depuis la création de la société, une démarche RSE qui est vraiment ancrée dans toutes les stratégies de l'entreprise et de la direction générale. Et dans cette démarche RSE, nous avons 6 engagements qui façonnent en fait l'ensemble de toutes nos activités. Donc il y a par exemple la sécurité alimentaire et la qualité nutritionnelle qu'on met vraiment en priorité, qui est avec un processus de production qui suit les normes et la méthodologie HACCP, qui est une norme spécifique pour les restaurations collectives. Et dans cet engagement aussi, donc, on réalise des actions RSE pour la distribution de repas, d'ailleurs, comme chiffre clé, par exemple, entre la période 2021-2023, on a distribué plus de 24 000 repas aux personnes vulnérables sur Tana. Deuxième engagement, c'est la lutte contre le gaspillage alimentaire, que j'aurai le temps de détailler un peu plus tard. Il y a aussi le commerce équitable et l'achat responsable qu'on a mis en place. La valorisation des déchets à travers de la mise en place de différents partenariats avec des acteurs locaux. La réduction de notre empreinte carbone. Et puis le dernier engagement, c'est l'équité sociale, où on met vraiment au cœur de toute notre organisation l'humain. Et voilà, notre conviction, c'est l'entreprise peut être, l'entreprise de restauration collective comme la nôtre, peut être un levier performant dans la transformation locale et durable. Et nous avons vraiment une ambition de servir de modèle dans les bonnes pratiques et surtout les pratiques responsables. Merci. Merci Sarah. Dernier et non des moindres, Zine, toi la parole. Bonjour à tous, donc Zina Raminouson, je suis le fondateur d'une entreprise qui s'appelle Indo Company en fait. C'est-à-dire notre richesse à Madagascar, la biodiversité, la lutte contre le réchauffement climatique et tous ces sujets pour lesquels j'imagine on est tous sensibles. Merci. Merci, un beau panel, encore une fois, très représenté de différentes tailles, de différentes missions et de différentes maturités, et on est très content de vous avoir, encore merci. Donc on va, avant de débuter un peu sur l'échange proprement parlé, je vais, pour le public, on va dépenser 30 à 40 minutes un peu d'échange entre le panel. Vous aurez l'opportunité de poser des questions 10 minutes à la fin du panel. Je poserai les questions avant vous parce que je suis ici. J'ai la chance de poser plusieurs questions. Donc voilà, c'est l'avantage. Et après, le panel proprement parlé, on va parler un peu 3 minutes de TFCD, qui est notre sponsor sur cet événement d'aujourd'hui. Mais aussi, on a un partenaire qui prendra la parole, la FAPBM, 5 minutes, sur une des initiatives pour le secteur privé. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent aux alentours de cette thématique. On va commencer un peu sur le premier thème d'aujourd'hui. On parle souvent de pratiques responsables en entreprise, mais vraiment, le premier thématique, c'est quoi la pratique responsable en entreprise? Où est-ce qu'on peut commencer? Quand on est un grand groupe, quand on est un start-up, en PME, où est-ce qu'on commence? Pourquoi on le fait au fait? Qui va prendre la parole premier? Taïn. Oui, alors, quelles sont les pratiques responsables en entreprise? Moi, je mettrais une première notion de base. C'est vraiment la notion de pratique pour aller au-delà de ce qui est conformité réglementaire. Je m'explique. Il y a le code de travail malgache, par exemple. Il y a des exigences dedans.
Ça, c'est de la conformité réglementaire. On ne peut pas se prétendre de faire de la RSE si on se base que sur le code de travail. Donc, première notion pour moi, c'est vraiment aller au-delà, avoir des pratiques proactives, aussi bien dans le social que dans l'environnemental. Sur quoi, en fait, reposent ces sujets de pratiques responsables? Nous, notre réflexion, c'était de dire sur quoi repose la durabilité ou la pérennité de mon entreprise. Et de là, on a une première piste de réflexion et on pointe les sujets critiques, les enjeux critiques, les parties prenantes critiques. Et donc, à partir de là, on se dit, OK, on va mener tel combat parce que c'est ce qui va en fait assurer notre durabilité à nous, économique, parce qu'ici on parle d'entreprise, et aussi par la même occasion donc la durabilité de nos parties prenantes, que ce soit consommateurs, partenaires, clients. Une fois que les enjeux, les sujets vraiment qu'on veut adressés sont identifiés à la suite de ce raisonnement-là, on met les objectifs en place et on formalise son engagement. Et donc, au niveau du groupe Bazin, on a 3 engagements. Le premier, donc, déjà notre vision, c'est que le développement de Madagascar, il passe en fait par l'engagement des entreprises à créer des filières locales. Des filières locales qui contribuent au vivre mieux des Malagasy, mais tout en préservant leur territoire. Et donc, dans cette vision-là, nous, on a 3 engagements. Le premier, c'est de produire localement des produits et des services de qualité. Le deuxième, c'est de contribuer au développement des femmes et des hommes qui nous entourent, donc nos collaborateurs, nos partenaires, nos fournisseurs aussi. Et enfin, comme je l'avais dit tout à l'heure, donc on a à notre actif 5 industries et beaucoup plus de sites parce que certaines de ces industries-là ont 2 sites, 3 sites. Et donc, notre troisième engagement, c'est de minimiser en fait l'impact de toutes nos activités, que ce soit de production agricole, production industrielle ou de distribution, et de minimiser cet impact-là sur l'environnement. Et donc, on va sûrement rentrer dans les détails après, mais en gros, c'est ça en fait qui a défini quelles vont être nos pratiques responsables, quelles vont être nos priorités. Merci beaucoup, Taïn. C'est très clair. Juste pour passer, avant de passer au panel suivant, produire localement, engagement sur notre voisinage et notre proximité et minimiser nos impacts environnementaux. 3 choses que Taïn a mentionnées. Je vais passer la parole à Sarah du côté Le Complexe. Qu'est-ce qui résonne chez Complexe en termes de responsabilité? En fait, pour nous, une pratique responsable, en fait, c'est une démarche qui intègre 3 dimensions très importantes. Il y a d'abord la performance économique. Il faut que l'entreprise soit rentable, mais il faut surtout regarder l'impact social et il faut respecter l'environnement. Donc, pour nous, une bonne pratique responsable, c'est ça, doit respecter ces 3 dimensions. Et comme l'a dit notre collaboratrice Taïn, c'est vraiment aller au-delà des obligations, en fait, des obligations légales, parce que ça rajoute des valeurs ajoutées. Quand une entreprise fait plus que ce qui est demandé, ce qui est obligatoire, elle se démarque et il y a vraiment des valeurs ajoutées, que ce soit pour l'entreprise, mais aussi surtout pour les différentes parties prenantes, par exemple les collaborateurs, les fournisseurs, les clients, mais surtout la communauté locale. Et concrètement, par exemple, pour notre cas spécifique chez Le Complexe, nous sommes soucieux des impacts. Et comme vous le savez, je l'ai dit tout à l'heure, comme on produit 14 000 repas par jour, c'est vraiment important. Donc, on génère beaucoup de déchets, et surtout de déchets organiques. Actuellement, donc, on fait aux alentours de 16 tonnes de déchets par mois. Et il faut qu'on pense à
à l'impact de ces déchets. Et sur le volet environnemental, donc, nous avons priorisé en fait la valorisation des déchets pour diminuer et pour transformer en fait ces impacts en impacts positifs. Sur l'aspect social, par exemple, nous sommes soucieux de l'impact qu'on a sur les personnes. Vers 2021-2022, on avait fait des actions RSE de distribution de repas à grande échelle, mais on a vu qu'il y a des impacts, évidemment, mais on pensait qu'il faudrait trouver des impacts plus durables. Donc du coup, on a transformé on a changé de stratégie et on s'est plus orienté sur tout ce qui est embauche solidaire, en mettant en place donc des partenariats avec des acteurs locaux. Et les embauches solidaires, en fait, permettent de transformer les vies des personnes vulnérables qui sont concernées. Et ça, c'est vraiment important pour nous. Ce sont des impacts positifs, mais qui sont vraiment durables et où on voit vraiment la valeur ajoutée et la valeur de la transformation. Et sur la partie gouvernance, enfin, comme exemple, nous avons, depuis 2024, mis en place la charte des achats responsables, parce que nous avons des valeurs, nous avons des visions, des ambitions, et nous voulons en fait grandir avec nos différents partenaires, surtout nos fournisseurs. Donc on voulait cadrer nos relations avec nos fournisseurs et en mettant sur pied cette charte des achats responsables qui a plusieurs volets, éthique, environnemental et social, où je pourrais détailler un peu plus tard. Et donc voilà, pour nous, une pratique responsable, c'est un choix, hein. C'est vraiment le choix de l'entreprise. Et c'est un choix qui est vraiment assumé et aligné par rapport à la valeur et aux visions de l'entreprise. Donc les pratiques responsables peuvent changer d'une entreprise à l'autre. Il faut que ce soit vraiment spécifique et adapté aux activités de l'entreprise. Merci Sarah. Je récapitule un peu. Il y a beaucoup de choses. Embauche solidaire, gestion de déchets, achat responsable, engagement, encore une fois, aux alentours sur la société, donc distribution de repas, mais aussi viser un impact durable. Donc on a aussi gestion de déchets. Donc pour parler un peu de tout ça, on va passer à tout autre modèle économique. Un modèle économique basé sur vraiment résoudre un souci environnemental. Donc côté Andao, qu'est-ce qui te parle? Côté Andao, effectivement, nous c'est un peu différent parce que nous ça va pas être des politiques qui vont s'aligner à nos produits. C'est notre produit qui est notre politique RSE. Nous, comment on l'a construit, et si on devait mettre une base à ceux qui souhaitent construire un petit peu la même chose, je dirais qu'aujourd'hui on a la chance, grâce au travail des Nations Unies, d'avoir les ODD. Les ODD, si on va dans les sous-ODD, qu'on regarde les objectifs pour chacun de ces sous-ODD, n'importe quelle activité peut pousser n'importe quelle politique pour qu'elle soit durable. On a énormément de sujets qui sont dedans. On a la lutte contre la pauvreté, la consommation responsable, la protection de l'eau, la protection de la terre, la lutte pour l'égalité des droits entre les hommes et les femmes, etc., etc. Je dirais qu'une bonne base pour mettre en place une bonne politique, c'est déjà ça. Maintenant, si vous arrivez à l'intégrer dans votre business model, c'est encore, je dirais, quelque chose de plus valorisant parce que ça devient une valeur ajoutée et pour certains, ça peut même devenir un argument commercial. Tout à l'heure, on parlait, par exemple, je ne sais plus si c'est Taïn ou Sarah qui parlait de la HACCP. Une partie de la HACCP, par exemple, aujourd'hui, corrigez-moi si je me trompe, mais il y a déjà quelques volets de durabilité dedans, que ce soit sur le volet social, le volet environnemental. Un autre aspect qui est spécifique, nous, dans notre activité, c'est que comme on veut que notre activité soit la plus durable possible et que c'est même ça qui est notre raison d'être aujourd'hui, notre investissement sera plus important. Donc faire du durable, ça a aussi un coût. Ça rentre dans notre business model parce que ça nous permet de vendre plus, mais ça nous permet de vendre plus aussi parce qu'on sait qu'on va avoir plus de charges. Je vais vous donner un exemple. Une entreprise qui va... Est-ce que quelqu'un a une activité comme ça sur laquelle il veut donner un exemple? Comme ça, on fait participer le public. Sur la pêche, par exemple.
On a plusieurs modèles aujourd'hui. On peut avoir un modèle de pêche où on se dit, bon ok, moi j'achète un gros chalutier qui fait 150 mètres, je prends X tonnes de crevettes. Si j'ai pas de crevettes, ou si j'ai la moitié en crevettes, l'autre moitié, comme je la vends pas, je la jette. On peut avoir un autre raisonnement en se disant, moi je choisis d'avoir un bateau qui est dimensionné par rapport au stock disponible dans ma zone de pêche. Donc ça veut dire que je permets le renouvellement de l'espèce que je pêche, et donc sur 10, 15, 20 ans, je sais que la quantité que je pêche me permettra toujours de pêcher dans cette zone sans pour autant menacer l'espèce. Donc en fait, on peut tourner n'importe quel business model en se disant, ok, là c'est de la protection de l'eau, c'est de la protection de la biodiversité, et à la fois c'est de la protection du travail, parce qu'il y a des zones aujourd'hui où la surpêche a fait qu'il n'y a plus aucun poisson. Et c'est ce raisonnement-là qu'on peut créer avec les ODD. Et je pense qu'il y a aussi quelque chose qui est important, c'est que la majorité des modèles durables sur n'importe quel secteur d'activité ou sur n'importe quelle activité RSE existent déjà quelque part sur Terre. Donc il faut aussi avoir cette ouverture d'esprit et cette initiative d'aller se dire, je vais aller chercher un petit peu ce qui se fait sur mon métier pour voir s'il y a des choses que je peux copier, certainement pas à 100%, mais que je réaligne à mon contexte ici à Madagascar, par rapport à notre situation économique, par rapport à la situation sociale sur laquelle on doit faire énormément d'efforts, et surtout la situation environnementale, parce qu'on est sur un panel de la WWF. Voilà, je pense. Merci Zine. Merci au panel, ça a été très instructif pour nous, votre stratégie et votre position sur la responsabilité sociale et environnementale. Et on comprend que vous êtes une entreprise engagée, mais souvent, ce qu'on constate, c'est que vous faites partie des minorités, et surtout à Madagascar. Donc il faut l'avouer. Pourquoi? Parce qu'il y a une perception de charges, de coûts et de difficultés financières liées à cette durabilité, à cette responsabilité sociale et environnementale. Comment, chacun de vous, votre entreprise, votre modèle économique, comment vous balancez cet impact positif, minimiser l'impact négatif et rester rentable, parce que vous êtes des entreprises. Votre obligation, c'est de rester rentable de toute façon. Donc comment balancer ça? Comment convaincre les actionnaires, les investisseurs de continuer à investir de votre ligne de travail? Le fait que vous êtes là, c'est déjà un investissement pour l'entreprise. Comment motiver les autres? Comment balancer cette économie et impact positif? Qui veut commencer? Taïn? Oui, ok. Alors nous, chez Passant, on a une conviction forte en fait que la RSE, c'est vraiment un levier de performance économique. On a du mal à le croire parce qu'on voit toujours en premier lieu toutes les dépenses que ça engendre. Je vais prendre soin de mes employés, je vais traiter mes déchets et tout ça. Mais quand on y regarde d'un peu plus près, c'est vraiment un levier de performance économique. Comment? Je vais vous expliquer en 3 points et en même temps donner des exemples comment nous on a chez nous Passant et comment on traduit ça nous en termes de levier de performance économique. Premièrement, je parlerai. Nous on est présent sur on va dire sur toute la chaîne de valeur alimentaire. Donc on est présent dans le métier de l'agriculture. On est présent dans l'industrie et on est présent dans la distribution. Donc, l'avantage pour nous d'être présent sur ces trois éléments de la chaîne de valeur, c'est que les actions qu'on fait au niveau de l'agriculture, on les ressent tout de suite dans nos industries et ensuite dans nos distributions. Ce qui n'est pas forcément évident pour une entreprise qui peut-être ne travaille que dans l'industrie ou que dans l'agriculture, où il peut avoir l'impression où il rame tout seul. Voilà, ces efforts ne valent pas la peine. Et donc, mon partage aujourd'hui, c'est de dire chaque action, dans chaque étape de la chaîne de valeur, c'est vraiment un vrai levier et il ne faut pas désespérer. Donc, je vais donner 3 exemples. Premièrement, donc, on sait très bien, et comme Dean l'a un peu déjà survolé tout à l'heure, l'entreprise as usual, c'est un modèle qui est voué à disparaître. Pourquoi? Parce qu'il y a une crise climatique, il y a une crise sur les matières premières, il y a une crise sur l'énergie, il y a presque des crises partout. Et donc, il faut repenser vraiment le modèle d'entreprise.
Par exemple, premièrement, l'agriculture en crise. Nous, on est face au changement climatique, donc le changement des saisons de pluie, alors qu'on a dans nos champs des haricots verts, des artichauts. On a avec les producteurs de lait, donc les vaches qui ont besoin d'eau aussi. Il y a le stress hydrique, il y a l'érosion du sol. Voilà, et donc c'est vraiment, on peut plus continuer les anciennes pratiques. Et donc nous, chez Bazin, comment on adresse ça? C'est le développement d'une agriculture plus durable, une agriculture résiliente au changement climatique, une agriculture régénératrice. Et donc on essaie de restituer au sol ce que nous on prend. Et donc c'est apporter des fertilisants naturels à partir du compost, à partir des déchets que nous-mêmes on produit. Et donc c'est vraiment cette idée de restituer ce qu'on a pris, et les bonnes pratiques existent déjà partout dans le monde. Il suffit de piocher et de l'adapter au contexte malgache, et vraiment de voir, voilà, ça c'est mon activité, et puis on peut l'adapter ainsi. Donc ça c'est le premier point. Je conclurai ce premier point en disant qu'une entreprise qui ne prend pas en charge d'améliorer, de prendre soin de sa chaîne d'approvisionnement, il est voué à disparaître. Voilà, c'est pour ça que j'avais dit en préambule qu'il faut identifier les points qui contribuent à la pérennité de votre entreprise. Et donc pour nous, c'est l'approvisionnement en matières premières, en légumes, voilà, et donc en préservant la terre, l'érosion du sol et tout ça, donc on contribue à la sécurisation de cette chaîne d'approvisionnement-là. Et je pense très honnêtement que les entreprises qui s'en soucient seront ceux qui seront encore là dans 50 ans. Ensuite, deuxième crise, autre crise de matières premières comme l'eau, l'énergie, le bois et tout ça, donc à part tout ce qui est légumes, lait, farine et sucre. Ça, c'est un sujet qui touche pratiquement tout le monde, et donc les communautés qui nous entourent. Si on pompe l'eau à Mboutsir, pour l'usine de JP, ou à Tanzoumat pour l'usine de Lecofruit, il n'y a pas que nous qui sommes impactés si la Jirama n'est pas en mesure de fournir assez de quantité d'eau pour toute la ville d'Antananarivo. Et donc, il y a aussi les communautés tout autour de nos usines. Et donc, c'est pour ça que, pour nous, l'eau est un enjeu majeur. Et donc, on travaille sur tout ce qui est réduction, en fait, de notre consommation, de notre impact eau, aussi bien consommation que rejet d'effluents dans l'environnement qui nous entoure. Et donc, moi, j'en tire que, y compris l'énergie aussi, toute entreprise qui a une dépendance massive sur toutes les ressources naturelles, elle doit sérieusement réfléchir à diminuer cette dépendance. Donc, c'est en pratiquant l'économie circulaire, on réutilise, on retraite les déchets pour avoir de nouvelles matières à utiliser autrement. Par rapport à l'énergie, bon, il y a déjà tout ce qui est transition énergétique actuellement, et donc réduire vraiment autant que possible cette pression qu'on met sur les ressources naturelles. Et donc, dans ce cadre-là, chez Bazin, il y a tout ce qui est partenariat, aussi bien avec les ONG qui font des traitements de déchets, et de deux, on travaille aussi avec des orphelinats via une ONG qui s'appelle BI, et donc qui récupère les écarts de tri qui ont été donc écartés correctement, qui respectent encore les règles sanitaires et tout ça, et donc qui évitent le gaspillage alimentaire et qui sont redistribués en tant que repas auprès des orphelinats. Et enfin, je pense le dernier point, c'est vraiment la pollution et le climat, parce que ça,
c'est un impact direct, hein, les émissions de toutes nos chaudières, les émissions de tous nos camions de distribution et tout ça. Et s'il y a un point qui est vraiment tout de suite, comment je dirais, interprété en termes de rentabilité économique, c'est vraiment l'action sur la partie pollution et climat. Pourquoi? Parce que là, on parle d'énergie, on parle de gasoil, on parle de fuel, on parle de kilomètres effectués. Et donc, repenser le modèle de distribution, y compris même les camions utilisés, adaptés aux routes, adaptés à la quantité qu'on veut vraiment transporter d'un point A à un point B. Là, tout de suite, ça résonne en termes de chiffres, parce qu'on fait des économies tout en réduisant notre empreinte carbone. Et donc, c'est aussi un modèle où on se dit, OK, auparavant, on partait systématiquement de Tana pour aller récupérer les haricots verts à Rivunmam. On partait de Tana pour aller livrer un détaillant de produits JP ou Sokolé à 200 km ici. Là, on a repensé le modèle et on met des entrepôts intermédiaires là-bas et qui réduisent les risques déjà, qu'un camion il ne peut pas partir de Tana, par exemple, mais aussi qui réduisent énormément les coûts. Alors que la qualité du produit au niveau des consommateurs, il s'en trouve amélioré parce qu'il n'a pas fait 200 km dans la journée. Et donc, c'est vraiment dans ce sens de repenser le modèle et ne pas se limiter juste d'améliorer à toute petite touche à chaque fois, mais c'est vraiment de repenser les modèles. Et donc, j'espère qu'à travers ces 3 exemples-là, vous aurez enfin senti que c'est vraiment un levier de performance économique en faisant des économies, en assurant sa chaîne d'approvisionnement et en faisant des économies aussi quand on préserve les ressources, quand on utilise 20 mètres cubes d'eau par heure au lieu de, si on ne recyclait pas l'eau, ça aurait été 38 ou 40. Voilà, donc ça résonne automatiquement en termes de chiffres. Voilà. Merci Taïn. Il y a beaucoup d'exemples, une stratégie, une approche intégrée, très structurée, digne d'un grand groupe comme Bazan. Comment traduire ça dans le cadre, dans l'échelle PME, l'échelle start-up? Comment traduire cette approche groupe Bazan? Comment tu vois ça, Zine? Merci. Pour les TPE et les PME, aujourd'hui, il y a quelque chose qui marche bien, c'est ce qu'on appelle la filière intégrée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur l'ensemble de ma chaîne de valeur, j'essaie d'identifier les petits points d'amélioration qui me permettent à la fois d'apporter de la valeur ajoutée pour mon produit, sur mon process, qui me permettent d'ajouter un impact social sur un bout de sur ce bout de la chaîne-là qui à la fin me revient quand même, et un impact environnemental qui me permet parfois d'économiser, parfois de dépenser un petit peu plus, mais qui devient aussi un argumentaire de vente parce qu'aujourd'hui, énormément d'entreprises vont aller choisir, comme on l'a vu tout à l'heure, nos panélistes aujourd'hui, c'est le cas, vont aller choisir des fournisseurs, des partenaires qui ont déjà cet engagement-là. Si je prends l'exemple de Ando Company, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous on est sur l'ensemble de la chaîne de valeur du déchet en plastique. Donc on est sur de la sensibilisation et de la mobilisation citoyenne. On est sur de la collecte, ensuite on est sur la transformation matière première et ensuite on est sur du produit. Et sur chacune de ces chaînes de valeur, on a essayé de mettre un petit peu d'impact économique. Donc on intègre un petit peu toutes les parties prenantes. Sur la collecte, par exemple, on travaille avec des chiffonniers qu'on essaie de pousser, de rémunérer pour qu'ils dépassent le seuil de l'extrême pauvreté chaque jour. On essaie aussi d'intégrer les établissements d'enseignement public dans cette chaîne de collecte, par exemple. Ensuite, sur la partie environnementale, ça va être des petites actions. Par exemple, nous, aujourd'hui, on se dit, à Tanzumbat, c'est une zone industrielle où il y a énormément d'activités qui sont déjà dans l'industrie du plastique. On sait qu'il y a énormément de déchets, mais comme il y a un circuit plus court que nous, on ne va pas forcément aller se battre sur ce marché-là. Parce que le fait d'aller se battre sur un marché qui est à 40 km de notre atelier fait que le simple fait de déplacer ce plastique
fait qu'on va créer une pollution. Donc aujourd'hui, nous, on a décidé de mettre en place des actions qui sont très locales. Notre atelier à Mansuivat, on a 24 Fuktan qui sont partenaires avec nous sur Ivat, Tutala-Tamat, Amboipao. Et on sait que la majorité des déchets qui arrivent chez nous, sauf les déchets des entreprises partenaires, sont du circuit court, par exemple. Et en fait, vous allez me dire, mais pourquoi vous créez des problèmes comme ça? Déjà, ne pas aller sur des marchés, mais surtout mettre les moyens pour faire ça. Parce qu'aujourd'hui, nous, comme je l'ai dit tout à l'heure, 90% de nos clients, déjà, c'est des entreprises. Non, je pense plus. Je pense qu'on n'a que 5% de notre CA ou c'est du B2C. Donc, 95% de nos clients, c'est des entreprises. Et dans toutes les entreprises qui sont partenaires dans nos compagnies aujourd'hui, ce sont des grandes entreprises qui ont des visions, des missions et des valeurs qui sont dans le développement durable d'une part, mais surtout ils ont des politiques fortes et ils ont un gros cahier des charges de sélection des fournisseurs. Donc en fait, nous, tout ce qu'on fait comme petit effort là-bas, ça nous permet, une fois qu'on a un client, de lui dire « Écoute, on sait que tu as une politique forte, on sait que tu as besoin de cet impact économique, de cet impact social, de cet impact environnemental chez ton partenaire, chez ton fournisseur. Nous, on l'a fait, on fait ça. Non seulement tu vas acheter chez nous parce qu'on sait qu'on est allé très loin dans ce projet-là et du coup, ça a du sens pour toi, mais surtout, aujourd'hui, au-delà d'être un client, tu peux être un partenaire. Et on a des clients qui sont comme ça, qui sont des clients qui nous créent un revenu, qui sont prêts à payer plus cher notre produit parce qu'ils savent les efforts qu'on va faire pour ces impacts-là sur chacun des volets, mais qui aussi, derrière, viennent nous soutenir sur des activités où en fait, ça ne fait même pas partie de leur budget. Ils nous disent, écoute, moi j'ai bien aimé le projet de collecte avec les EPP. Bah, moi j'ai X nombre d'EPP autour de mon usine. Est-ce que ça te dit de les intégrer dans ton programme de collecte au niveau des EPP et de sensibiliser ces enfants-là? Et nous, on est prêt à supporter les charges pour vous permettre de développer votre chaîne de valeur. Donc en fait, c'est le fait d'avoir une filière intégrée, c'est aussi se créer des opportunités de business qui n'existaient pas hier. Il y a 100 ans, pendant la révolution industrielle, 150 ans, personne n'aurait jamais payé pour qu'une entreprise comme nous aille collecter des déchets dans une EPP, par exemple. Parce que ça n'avait pas de sens. Il y avait un point très fort sur la rentabilité. Par contre, aujourd'hui, quand on a un secteur privé qui veut s'engager, qui investit et qui se dit « moi, c'est une initiative qui répond à mes besoins », qui améliore la situation de ma communauté et qui a les impacts qui correspondent à mes valeurs, bah, je suis prêt à payer. Et c'est grâce à ça qu'aujourd'hui, nous, par exemple, on a réussi à créer des revenus qui, théoriquement, dans un business model, ne tiennent pas la route parce que c'est des activités qui n'existent même pas. Personne ne va dire, moi, je vais vendre des collectes de déchets dans des EPP. Ça n'existe pas. Mais c'est aussi une manière de tourner les opportunités du développement durable en vecteur de chiffre d'affaires et donc améliorer votre rentabilité. Plus une entreprise est rentable, plus l'entreprise grandit, plus elle a la capacité de réinvestir dans l'économie, mais surtout dans le volet social et environnemental. Et c'est aussi ce qu'on dit à nos partenaires. Plus on sera grand, plus votre impact sera grand. Et ça, pour nos partenaires, ça a aussi du sens. Merci Zine. Très instructif. On sent vraiment un vent de changement au niveau secteur privé. C'est pour ça qu'un DAO existe, parce qu'il y a le changement. Je reviendrai un peu s'il y a assez de changements tout à l'heure. C'est une autre question. Ça existe, est-ce qu'il y en a assez? Pour Sarah et le complexe, pour traiter un peu le sujet d'achat responsable, traitement de déchets, etc. Je pense que, est-ce que tu peux nous parler un peu de vos engagements? Je pense qu'il y a les 6 engagements dont tu as parlé tout à l'heure. Et comment ces engagements, comment tout en ayant ces engagements, vous restez compétitif financièrement et économiquement, parce qu'un engagement, ça a un coût. Exactement. En fait, on est plus que convaincu que les actions responsables, que ce soit sociales ou environnementales, en fait, nous a permis d'avoir cette place de leader en Catherine à Madagascar. C'est pour ça qu'on continue à toujours réaliser ces différentes actions responsables, parce qu'on est sûr que toutes ces actions, chaque action, sont des leviers de compétitivité. Bon, je vais donner quelques exemples pour vous expliquer un peu plus. Par exemple, quand j'ai parlé tout à l'heure de la valorisation des déchets,
Je vous avais dit qu'on génère 16 tonnes à peu près par mois de déchets organiques. Et en tant qu'entreprise responsable, on valorise en fait les déchets organiques en mettant en place un partenariat avec Fivolail, qui ont une ferme et qui ont des volailles, comme son nom l'indique, bien sûr. Ils collectent donc nos déchets organiques qui vont nourrir les volailles, surtout les canards. Ils ont à peu près des milliers de têtes de canards. Et ils utilisent aussi donc les déchets organiques, nos déchets organiques, pour les composts, pour les légumes et tout ça, les fruits. Et nous avons utilisé en fait dans notre modèle ce système d'économie circulaire. Pourquoi circulaire? Parce qu'on rachète les canards, on rachète les volailles et on achète aussi les légumes avec ce producteur. Et ça génère en fait une économie opérationnelle et puis des impacts environnementaux très importants. Et ça nous permet d'être compétitifs par rapport à nos concurrents. Et le partenariat est tellement soudé qu'on aide aussi le partenaire à se développer, à grandir pour pouvoir grandir avec nous. Parce que nous, nos déchets continuent d'augmenter et on a besoin d'un partenaire qui soit capable en fait à valoriser tous ces déchets-là. Là, donc, c'est l'exemple des déchets organiques. Et ensuite, nous avons aussi... nous essayons de diminuer notre empreinte carbone. Donc, comme vous le savez, pour distribuer 14 000 repas par jour, on a besoin de beaucoup de camions frigorifiques, beaucoup de véhicules et tout ça, qui font le va-et-vient dans Toutana. Donc, il faut que nous, on soit conscients des impacts. On a mis sur pied des formations en éco-conduite pour les différents chauffeurs qui est sous la responsabilité de notre directeur innovation et qualité. Et on renouvelle périodiquement notre flotte de véhicules pour éviter en fait tout ce qui est émissions de gaz à effet de serre. On prend conscience qu'on dépense beaucoup en termes d'énergie, on consomme beaucoup. Et du coup, on a mis en place une grosse cuve de gaz, 2300 litres avec Vitogaz, sur nos cuisines centrales pour réduire de 40% notre consommation énergétique. Donc, on a vraiment des chiffres qui nous permettent de prouver que ces actions responsables nous permettent d'être plus compétitifs et nous permettent en fait d'avoir... le maximum de rentabilité. Donc les actions sociales et environnementales et tout ça sont vraiment là pour aider l'entreprise à être plus rentable, à être plus compétitif. On a aussi donc optimisé nos tournées en fait pour les véhicules en installant des tracking GPS et tout ça pour définir les itinéraires, les bons, les itinéraires optimaux et tout ça, pour éviter les va-et-vient inutiles avec les camions. C'est bien sûr pour fidéliser les clients et respecter les contrats avec les clients, mais c'est aussi en regardant les impacts. Et quand on aligne en fait le business et l'impact, on fidélise nos clients. D'ailleurs, je tiens à souligner que nos anciens clients, nos clients qui font partie de nos partenaires depuis le début, depuis 2016, sont toujours nos clients actuellement. C'est pour ça qu'on a 16 cuisines satellites et plus, parce qu'on arrive à fidéliser les clients. Donc ça prouve que les actions qu'on met en place, les pratiques responsables, ça fonctionne, ça génère des impacts très positifs, plus que positifs, et voilà. Merci Sarah. Donc en écoutant merci à nos panélistes sur ce thématique-là, en écoutant vraiment tout ce qui est vos retours et vos cas concrets, on se rend compte qu'il y a quand même un gain économique en intégrant tout ça tout au long de la chaîne de valeur de vos opérations. Ça c'est une chose. Si c'est bien fait, il y a un gain de coût. Voilà, il y a un moindre coût. Ça j'ai bien perçu. Donc, ce n'est pas forcément quelque chose qui coûte cher. Ça coûte cher au début, j'imagine, pour mettre en place tout ça. Mais au fil du temps, quand c'est rodé,
on se rend compte qu'il y a une logique économique. Deuxième chose que j'ai constaté tout à l'heure, vous ne le faites pas tout seul. Personne n'est capable de le faire tout seul. Soit vous travaillez avec des partenaires, vos fournisseurs, des prestataires que vous engagez. Donc vous créez un petit écosystème aux alentours de vos engagements, ce qui est nécessaire pour que ça se fasse. Donc il faut un écosystème, il faut un engagement et vous intégrez tout ça. Donc c'est des cas très concrets et qui, je pense, qui parlent aux autres entreprises qui pensent ou qui veulent intégrer ces choses-là. Donc par manque de temps, je vais quand même demander la thématique qui fait mal, mais qu'il faut demander. On ne peut pas tout demander aux entreprises, n'est-ce pas? Donc l'entreprise, le secteur privé ne peut pas tout faire. Okay? Mais tout le monde veut accélérer cette transition verte, cette croissance verte, pour que le secteur privé crée des emplois verts, plus d'impact pour le pays, moins d'impact négatif. Qu'est-ce qui manque actuellement, en ce moment, à Madagascar pour que ça s'accélère un peu mieux, un peu plus vite, un peu plus à l'échelle? À vous la parole, râlez un peu. Alors, on va râler un peu. Râlez un peu. Pour moi aujourd'hui, dans une vision assez globale de ce qui se fait, notamment sur les entreprises qui veulent vraiment s'engager, c'est que finalement on n'a pas de statut entreprise engagée à Madagascar, malheureusement. Certains pays, beaucoup de pays en Europe, certains pays d'Afrique ont commencé à le faire, et en Amérique c'est déjà le cas aussi. On a le statut ESS ou équivalent, donc entreprise sociale et solidaire. Ce statut-là, il permet d'avoir une certaine reconnaissance sur les engagements de l'entreprise et donc devient un vecteur de commercialisation supplémentaire par rapport à tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ça, c'est un point. Deuxième point, sur certaines activités, ça ouvre à des avantages sociaux et à certains avantages fiscaux ou à certains partenariats qu'on ne pourrait pas recevoir en tant qu'entreprise classique. Typiquement, certains fonds d'investissement, certaines fondations ou certains bailleurs et PTF vont aller financer des ESS plutôt que des entreprises à activité totalement égale et à impact égal. Ils vont aller faire le choix de l'ESS. Donc, pour moi, ça c'est la première opportunité que Madagascar peut mettre en place. Deuxièmement, à Madagascar, on a énormément d'idées. Et je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'on a la chance d'avoir une population jeune, dynamique, qui est inspirée, qui a des millions d'idées. On l'a dit tout à l'heure, ça a un coût de monter ces projets-là. Mais aujourd'hui, je dirais qu'on a un petit lac d'investissements qui vont aller vers les TPE et les PME. Et je vais nous inclure dedans. Aujourd'hui, il y a trop peu de fonds d'investissement ou de bailleurs qui vont aller financer ce qu'on appelle du pré-seed, du seed ou du launch. Donc en fait, même si vous avez une très bonne idée et que l'impact est avéré, malheureusement, c'est très dur d'avoir les fonds quand on veut faire de l'impact pour développer son idée, pour se lancer concrètement et pour commencer à vendre et faire son MVP. Et je parle devant des Bash Miracap et DFCD. Je sais qu'ils ont des activités qui sont sur des plus gros volumes, mais je pense que c'est aussi une opportunité pour beaucoup de ces financeurs-là d'aller se positionner sur des marchés qui ont un réel besoin, où il y a des jeunes qui sont dynamiques, qui sont innovantes, qui ont quelque chose à faire. Et la troisième chose, mais là c'est plutôt au niveau de nos partenaires, c'est que malheureusement il n'existe pas d'obligation concrète de certains secteurs et de certaines activités à s'engager sur de la RSE, alors qu'on sait que ces activités-là, dans le cadre de leur impact, que ce soit économique, social ou environnemental, c'est celles-là qui doivent aller s'engager un peu plus. Et je pense que structurer ça pour permettre à chacun de se dire, ok, si X entreprise s'engage sur X activité, l'État ou les collectivités locales ou les parties prenantes s'attendent à ce qu'elles s'engagent aussi de l'autre côté sur cet impact social ou cet impact environnemental. Et aujourd'hui, ce qui est un peu malheureux, c'est que finalement, on va parler de RSE, mais certains vont aller faire du mécénat. Il faut vraiment différencier la RSE et le mécénat. Et je pense que nous, en tant que public averti aujourd'hui, parce qu'on a la chance d'avoir ces discussions-là,
c'est aussi essayer d'observer à quel moment est-ce que c'est de la RSE qui a une valeur ajoutée sur du long terme, qui a une valeur économique, sociale et environnementale pour les parties prenantes, et à quel moment est-ce que ça devient une donation ou un mécénat et ça devient du greenwashing pour faire de la com et pour dire « Ah, en fait, mon entreprise, c'est la plus stylée en RSE. » Mais en fait, tout ce que tu as fait, c'est que tu as donné... tu fais un chiffre d'affaires, allez, je dirais, tu fais un chiffre d'affaires d'1 million d'euros, tu as investi 1000 euros dans une action et tu dis que tu as fait énormément de RSE. Je dis ça, mais j'ai envie de taper sur personne. Après, c'est un jugement personnel. Par exemple, je connais Taïn, on se connaît, donc je sais qu'ils ont un réel engagement, mais parfois, ce n'est pas forcément le cas. Et c'est à nous aussi, public, de faire attention à ça, parce que nourrir le greenwashing, c'est aussi nourrir le fait que la RSE ne se structure pas, parce qu'on va continuer à faire du mécénat. Je pense que... Merci Zine. Beaucoup de choses. Hein. Ça, c'est le statut, effectivement, c'est quelque chose qui a été discuté plusieurs fois. Pas assez de fonds spécifiques pour un site précis. Et ça, le marché financier qui est très peu dynamique à Madagascar, malheureusement, qui n'existe pas. Il y a aussi un rôle des gros bailleurs ou des gros donateurs dans ce sens, mais aussi de l'État sur les sites précis. Pas d'obligation. Après, il y a beaucoup de choses. Donc, pour arriver un peu au stade où on est, je passe un peu à Taïn, où on est basant, qu'est-ce qui aurait facilité l'intégration de la RSE du développement durable pour Bazan s'il y avait quelque chose au début qui aurait pu faciliter? Qu'est-ce qui manquait? Qu'est-ce qui manque à Madagascar pour accélérer ça? Alors, au début et encore aujourd'hui, c'est toujours d'actualité. Premièrement, peut-être le manque d'infrastructures et d'alternatives durables, parce qu'on est à Madagascar. C'est vraiment lié au contexte malgache. On n'a pas des infrastructures de traitement de déchets énormes comme ce qu'on a en Europe, par exemple. Les infrastructures, tout ce qui se relie voilà, à un développement économique, donc les routes et tout ça. Donc, quelque part, nous, chez nous, vu notre taille, on est des fois obligé de créer nos propres solutions. Parce que en face, venant des autorités officielles, il n'y a pas de réponse. Et donc ça, il faut se préparer à ça en fait. Il manque encore beaucoup d'infrastructures et d'alternatives durables à Madagascar. Deuxièmement aussi, mais ça on ne peut pas taper sur les doigts des consommateurs, c'est vraiment un manque de sensibilisation et de formation par rapport à la RSE, par rapport à des produits, à une consommation durable. On ne va pas pouvoir demander à une mère de famille qui achète un biscuit à 200 ariars pour 3 de ses enfants et de dire, voilà, on a mis un emballage biodégradable, mais on va passer le biscuit à 400 ariars là. Et donc, actuellement, le consommateur malgache, il est encore vraiment sur un aspect coût. Et ça, c'est vraiment, c'est pas uniquement un manque de sensibilisation, mais c'est le contexte général de pouvoir d'achat, en fait, qui fait ça. Et donc, si on veut vraiment placer des produits responsables, ben, ça va être dans un autre niveau de prix. Et voilà, heureusement qu'il y a déjà quelques catégories de consommateurs qui sont sensibilisés, mais pour la masse, vraiment, c'est pas encore dans les cultures de consommer responsable. Et enfin, nous, ce qui manque peut-être en termes de compétitivité, c'est aussi d'introduire des critères sociaux, environnementaux dans tout ce qui est financement, dans tout ce qui est appel d'offres, parce que là, les entreprises responsables, voilà, elles n'ont aucune, voilà, je dirais, facilité par rapport à ça, et on se retrouve en concurrence avec d'autres entreprises qui finalement ne s'en soucient même pas. Et donc ça va apporter en fait de la différenciation dans les critères de financement, d'appel d'offres et tout ça. Okay. Merci beaucoup, Taïn. Quelque chose à rajouter, Sarah? Pas quelque chose, rien à rajouter côté. Tout a été dit. Peut-être avant de clôturer, que quelque chose qui me titille aussi sur ce fait-là, c'est quand même des métiers différents, c'est quand même des expertises qui sont à construire. Est-ce qu'elle existe? On a beaucoup de jeunes là devant nous qui écoutent. Est-ce que c'est des expertises qui existent à profusion à Madagascar? Est-ce que vous travaillez un peu avec des experts ou vous apprenez sur le tas? Est-ce que si demain
il y a vous devez recruter une dizaine de gens dans tout ce qui est développement durable. Est-ce que vous réussirez à recruter ces personnes-là, Amada? Est-ce qu'il y a cette compétence aussi? Curiosité. Alors, quand on a commencé il y a 12 ans chez Le Cofruit, on s'est formé sur le tas. Voilà, il y avait pas de, c'était difficile de trouver des compétences. Dernièrement, il y a moins d'un an, j'ai fait un recrutement et j'étais agréablement surpris de recevoir une quarantaine de CV, mais qui pourraient tous répondre en fait aux critères RSE, mais ce sont différents profils. C'est pas un profil RSE, mais il y en a vraiment des tas. Et donc, je pense que chaque entreprise en fait, qui veut recruter trouvera sûrement chaussure à son pied dans tous les compétences qui sont déjà disponibles. Et je trouve aussi que les jeunes actuellement sont vraiment déjà très sensibilisés sur le sujet. J'étais vraiment agréablement surprise en fait de la diversité des CV que j'avais reçus il y a un an de cela. Pour ma part, j'ai constaté que depuis récemment, ça commence à changer un peu. On commence à voir des clubs RSE, des formations, des salons, et on commence vraiment à prendre conscience en fait de l'importance de la RSE. Et je pense que ça va s'améliorer, ça va permettre en fait aux entreprises d'intégrer petit à petit dans leurs pratiques les pratiques responsables. Et je suis totalement convaincue que les entreprises qui vont être les grandes entreprises d'ici 5 ans seront les entreprises qui seront vraiment dans ces pratiques-là. Ça, c'est sûr, parce que même si dans les appels d'offres, par exemple, on ne mentionne pas tout ce qui est RSE et tout ça, on voit quand même qu'ils prennent en compte, pas officiellement, mais ils prennent en compte les entreprises qui sont dans la RSE et ils tiennent ça en compte dans leur prise de décision, dans leur choix. Et nous, on voit ça très bien. Quelque chose à rajouter? Nous, je pense que effectivement, là où nous c'est un peu particulier, c'est que notre métier, c'est un métier qui n'existe pas. Et donc on a plus ou moins dû l'inventer quand on a commencé. On a mis en place des process et au fur et à mesure, nous, je pense que la chance qu'on a eue, c'est qu'on a été énormément accompagnés sur tout le parcours de l'entreprise, notamment par Miracap et d'autres aussi, Exchange, Nexta, etc. Et on a eu des formations aussi tout au long de ce parcours-là. Je reprends l'exemple de Miracap, mais on a eu des formations avec Indri, par exemple, sur l'intégration de la biodiversité dans notre stratégie, des sujets comme ça qui sont très spécifiques. Et en fait, effectivement, là où je reviens, c'est que aujourd'hui, on a plein de profils. Il y a des profils qui vont aller sortir de grosses entreprises avec des politiques RSE qui comprennent les enjeux. On a des profils qui ont déjà eu la chance de travailler sur des projets avec des PTF qui comprennent les enjeux. On a des jeunes qui sont membres d'associations, par exemple des clubs, etc., dans leurs universités, qui comprennent les enjeux. Et en fait, je pense que la compétence universitaire de se dire, en fait, aujourd'hui, on a un vivier de, 10 000, 15 000 CV avec ce master ou ce doctorat-là n'existe pas. Mais toutes ces compétences existent déjà parce que la génération qu'on a aujourd'hui a eu la chance d'aller la piocher sur plein de choses. Et je suis sûr que dans le public, vous n'avez pas du tout les mêmes profils ni les mêmes parcours, mais chacun a un peu récupéré ce volet RSE et impact quelque part. Et c'est ça aussi qui donne la valeur ajoutée aux compétences qu'on a à Madagascar. Et nous, on trouve vraiment que c'est différenciateur parce que le point de vue de quelqu'un qui va sortir d'une formation entre économie sociale et solidaire, par exemple, qui est très spécifique, et quelqu'un qui a travaillé avec un bailleur, c'est deux points de vue différents qui deviennent complémentaires et qui apportent aussi une valeur ajoutée. Est-ce que c'est très différent pour un producteur sur le temps, sur l'argent investi, etc., par rapport à produire avec du compost ou des engrais biologiques? Donc, comment est-ce que vous avez fait? Quels sont les défis, les défis, peut-être les opportunités, les challenges que vous avez eu à mener toute cette communauté avec vous? Ok, merci beaucoup, Kancham. Est-ce que, spécifiquement, est-ce que la question est adressée à tout le panel ou à tout le panel? Donc, je vais essayer de voir qui pourrait répondre. Dernière question dans cette série. Bonjour tout le monde, merci de m'avoir donné la parole. Michael, donc,
Je me présente comme un citoyen, un simple citoyen. Mais pour avoir travaillé un peu dans l'agroalimentaire, ma question elle va se poser pour Bazan et pour le complexe. Et c'est un peu la même chose, c'est comment vous amenez le changement en termes de sourcing, du coup, chez vos agriculteurs. C'est un peu la même question que tout à l'heure. Ok, merci beaucoup. 4 séries de questions. On va commencer par la plus difficile, Taïn. Tu as la parole. Je relève le défi. C'est pour le changement et pour la terre. Voilà. Alors, par rapport à la gestion des emballages non recyclables, c'est ça? Effectivement, donc on a principalement 2 sociétés, Socolé et JB, qui génèrent actuellement donc des déchets d'emballage dans tout Madagascar. Nous avons déjà des projets stratégiques, mais je peux vous le dire, ils sont en cours, mais je ne pourrais pas aujourd'hui l'expliquer ici parce que déjà, ils sont déjà en cours, je peux vous le rassurer, mais vraiment, c'est dans la nature des emballages, c'est dans la quantité utilisée, voilà. Ça, c'est au niveau conception R&D et en même temps, sur tout ce qui est... on est en train donc de rechercher les solutions pour déjà les déchets d'emballage qui existent dans nos usines, parce que c'est ce qu'on peut maîtriser le plus. Et donc on travaille maintenant avec des partenaires comme STCV, voilà, qui produisent des produits dérivés sur la base de nos déchets d'emballage sur site. Et bien sûr, sur tout ce qui est encore emballage dans la nature, on est très transparent. On est en train de chercher des solutions, mais ça passera forcément par la sensibilisation en fait, des consommateurs de se dire jeter vos emballages dans les endroits ou dans les bennes, où au moins on serait à peu près sûr qu'ils vont partir dans des décharges, mais pas dans la rue, dans les rivières et tout ça. Sur la question de suspendre temporairement nos activités pour 1 heure, alors je crois dans la définition du Earth Hour, il est écrit éteindre les lumières non essentielles. Et donc, comme on assure le revenu de 4000 collaborateurs, derrière 15 000 producteurs de légumes, 6 000 producteurs de lait, éleveurs de vaches, voilà, je considère que c'est une activité essentielle. Et donc, aussi, est-ce que le fait d'arrêter la production pendant 1 heure aura un impact plus que nos engagements déjà qu'on fait au quotidien sur la réduction l'optimisation de nos process et la réduction de nos consommations. Donc, voilà. Stratégie concrète pour la gestion des déchets ou gestion de plastique uniquement? Les déchets. Alors, stratégie concrète pour la gestion des déchets. Donc, nous, du plastique, oui. Mais du coup, je vais répondre globalité parce que le plastique est inclus dedans. On a catégorisé tous nos déchets dans tous les sites. Et donc, on sait exactement combien de déchets organiques on produit, combien de déchets plastiques, combien de déchets métalliques et tout ça. Et charge à chaque société, à chaque division de trouver des exutoires en fait à ces types de déchets-là. Et aujourd'hui, par exemple, chez JB, on arrive à trouver une issue pour 80% de nos déchets. Chez JB, chez le Cofruit, ça va être autour des 80%. Et c'est là que je dis que le manque d'infrastructure a fait que c'est nous-mêmes, en fait, qui avons créé ces filières et c'est nous-mêmes qui avons cherché des partenaires, appuyé des partenaires pour faire ça. Et des fois aussi pour les plastiques, pour une réutilisation en interne. Donc, on a conçu des pavés plastiques à partir de nos propres déchets plastiques. Et donc, on a aménagé toutes nos fermes, nos entrepôts dans nos fermes avec les déchets plastiques que nous avons générés nous-mêmes au sein de nos usines. Et donc, actuellement, donc,
je reprends juste, c'est vraiment avoir identifié en termes de nature et en termes de quantité tous nos déchets et d'avoir cherché vraiment un exutoire pour chaque type de déchet dans chaque localité où on est. Et dernièrement, mais très vite, comment apporter le changement auprès des producteurs? Alors, je vais parler spécifiquement du cas de l'Ecofruit parce que ce sont des légumes et donc il y a peut-être des pratiques qui ont été déjà adoptées auprès des producteurs. Nous, on ne considère pas ça comme un changement drastique partant du noir, du blanc au noir ou du noir au blanc. Comme c'est vraiment dans notre stratégie, nous travaillons, les 15 000 producteurs, ce sont des partenaires de longue date. Et donc, au fur et à mesure, on a mis en place des itinéraires de l'Ecofruit, de production de légumes, dans laquelle nous, on intègre déjà toutes les recherches et développements que nous, on avait fait en amont dans nos fermes, en s'assurant bien que les pratiques qu'on change n'affectent pas du tout le rendement pour le producteur. Parce que sinon, s'il voit un abaissement de son revenu parce qu'il a dû changer de matière fertilisante, par exemple, il n'adhérera jamais au changement. Voilà, et donc nous, ce qu'on fait, on teste d'abord. Quand on est sûr que ça marche vraiment, on apporte petit à petit les modifications auprès des producteurs, une zone, ensuite à grande échelle, mais surtout l'assurance que c'est une solution qui marche. On s'assure que la solution, elle marche avant de le leur donner. Donc, avec un partenariat de longue date avec l'Ecofruit, ils savent que si l'Ecofruit propose ça, c'est que c'est une bonne solution. On a eu l'occasion de discuter avec Bazan. C'est pas le déchet qu'ils ont aujourd'hui et sur lequel ils ont une grosse problématique. Donc, on n'a pas pu avoir de partenariat. Idem avec le complexe, je pense que ça fait 1 an et demi qu'on est en discussion pour essayer de trouver une solution. Malheureusement, sur ce sujet-là, c'est nous qui n'avons pas encore la capacité de récupérer leurs déchets pour en faire quelque chose. Donc en fait, aujourd'hui, on va parler, moi je vais parler de déchets plastiques, mais ça marche sur l'ensemble des déchets, c'est qu'on va parler de politique de traitement des déchets. Au final, chaque type de déchet, sur sa quantité spécifique et sur son état spécifique, est-ce que c'est propre, est-ce que c'est sale, est-ce que c'est passé par des produits chimiques ou pas, est-ce que c'est resté sous le soleil, c'est resté à l'eau, est-ce que ça allait dans une décharge ou dans une benne, ça modifie totalement la construction d'une stratégie de revalorisation de déchets. Et en fait, aujourd'hui, on peut dire, ok, Ando Company, c'est une entreprise qui va aller collecter, recycler et faire des produits finis avec le déchet plastique. Mais il y a énormément de critères qui font que certains déchets sont recyclables et d'autres ne le sont pas. Ne serait-ce que le type de déchet, la couleur du déchet, d'où est-ce qu'il vient, est-ce qu'il a été en contact avec des produits chimiques, comme je l'ai dit tout à l'heure, quelle quantité est-ce que l'entreprise est capable de générer pour créer une certaine rentabilité dans le fait d'aller collecter, etc. etc. C'est aussi là où je me dis qu'il y a une porte grande ouverte pour ceux qui ont des idées et qui veulent se lancer dans ce secteur de la récupération et du recyclage de déchets. Parce qu'il y a tellement de types de déchets que même si on était 2000 ou 3000, en fait, on ne ferait jamais la même chose. Il faut avoir des processus performants et spécifiques pour chaque type de déchet dans n'importe quelle situation. Parfois, ça match, parfois, ça ne match pas. Toutes les entreprises essaient aussi de développer en interne et heureusement des solutions qui leur permettent de faire un circuit quasi instantané comme ce que Bazan fait. Mais c'est des initiatives qui sont aujourd'hui quasi embryonnaires à Madagascar. On a encore énormément de choses à découvrir. Et c'est aussi peut-être pour ça que toutes les stratégies ne s'alignent pas. Mais qui sait, peut-être que dans 10 ans ou dans 20 ans, le complexe et Bazan fournirait 90% de nos déchets. On ne sait pas. Merci beaucoup, Zine. Je sais, pour mise en contexte de certains cas de déchets chez WE et à travers DFCD, on a discuté beaucoup des cas de déchets. Mais ce qui est spécifique en Afrique et qui est aussi à Madagascar, c'est qu'il n'y a pas de système de tri de déchets. Donc on a le Malgache, l'Africain moyen ne connaît pas le déchet plastique, le déchet organique. Lui, le FAC, c'est le FAC. Donc il faut prendre l'entièreté du déchet, avoir des solutions pour le déchet dans son ensemble. Il y a des entreprises qui le font, mais d'un point de vue général, foyer malgache et ménage malgache ou ménage africain, le déchet, c'est dans son ensemble, ça part à la décharge,
ça détruit le sol. Il faut des solutions, je pense, macro et communes entre beaucoup d'acteurs pour avoir la solution de déchets en Afrique et à Madagascar spécifiquement. Donc il n'y a pas de système de tri donc, pour revenir aux déchets. Voilà un peu les premiers tours. On est disposé à prendre une dernière ou deux dernières questions, si on a. Deux dernières questions, une question. Plus de questions. Il est temps aussi de remercier, merci beaucoup et bravo au panel pour cet échange et discussion en espérant que tout le monde sera dynamisé et un peu pour être du côté de Bazan, vous n'avez pas besoin de stopper les opérations pour 1 heure. Je pense que vous avez fait beaucoup plus pour l'instant. Mais j'aime les questions, j'aime le défi, mais voilà, il y a beaucoup plus à faire à Madagascar, comme vous l'avez dit. Donc pour aujourd'hui, avant de terminer, je vous invite aussi à visiter notre site. Pour les grosses entreprises, allez sur le site de DFCD, Dutch Fund of Climate Development, qui est lié sur le financement des entreprises, sur cette transition écologique. Et on travaille aussi avec nos partenaires Miaracap sur les plus petites offres. Mais on t'a entendu très bien, Zine, sur les sites précides. Je sais qu'il y avait des programmes qui existaient mais qui ne sont plus. Mais je pense que c'est passé et on va essayer en tant que partenaire, un des partenaires, des acteurs d'y répondre à ces sites précis, de financement précis. Maintenant, merci encore une fois, merci beaucoup. Merci à vous, merci aux entreprises. Ils ont dédié plus d'1 heure pour la Terre. Pour sensibiliser les gens. Donc, vos applaudissements, s'il vous plaît. Avant de passer, maintenant, c'est quelque chose de très important pour nous, notre partenaire chez la Fondation des aires protégées de la biodiversité de Madagascar, un programme dédié aux entreprises. Moi, je vais passer maintenant la parole à, si tu peux venir ici, Jenny. 5 minutes pour Jenny pour les exemples, comment les entreprises peuvent encore s'engager. Je t'en prie, prends la parole. Ok, bonjour à tous. Je suis Jenny Ramarulal, responsable communication et plaidoyer de la Fondation pour les aires protégées, la biodiversité de Madagascar. Alors je vais vous ramener à la source, vraiment les aires protégées. Nous connaissons généralement les réserves naturelles, les parcs nationaux, tout ça, ça en fait partie. Mais à Madagascar, on a 125 aires protégées. Et je pense que nous tous ici, quand on parle de richesse en biodiversité, richesse naturelle, on ne peut pas s'empêcher de penser à Madagascar. Le taux d'endémicité de nos espèces faune et flore, c'est vraiment exceptionnel. Et donc nous, à la FAPBM, on finance la protection de ces aires protégées-là. Donc depuis 20 ans, nous finançons les aires protégées, donc en apportant en finançant par exemple le salaire des gestionnaires des aires protégées, les frais de fonctionnement des gestionnaires. Nos bailleurs, généralement, aujourd'hui, ce sont des organisations non gouvernementales ou des organismes de coopération. Mais le secteur privé a aussi un rôle à jouer là-dedans. Donc nous avons 2 mécanismes de financement de ces aires protégées-là pour le secteur privé. Donc il y a premièrement la hiérarchie d'atténuation, je ne sais pas si vous le connaissez. Donc une entreprise, avant de créer un projet ou vraiment créer l'entreprise, il faudra penser à éviter les impacts sur l'environnement. C'est-à-dire comment on peut éviter les impacts négatifs. Si on n'arrive pas à minimiser ces impacts-là, si on n'arrive pas à minimiser, restaurer les impacts, comme ce que vous faites déjà aujourd'hui. Mais vraiment, quand une entreprise ne peut ni éviter, ni minimiser, ni restaurer, l'entreprise a l'occasion de compenser les impacts négatifs en travaillant dans les aires protégées. Mais c'est basé sur vraiment des impacts environnementaux propres à l'entreprise. Et donc, c'est valorisé en termes d'impact négatif. Et donc, transformer cet impact négatif-là en gain net sur la biodiversité. Parce que les aires protégées ne sont pas juste jolies à voir et juste à visiter. C'est vraiment des sources de vie. Ça règle,
ça intervient dans le changement climatique, ça donne aussi des services d'approvisionnement sur l'agriculture, aussi en termes de, par exemple, les plantes médicinales, etc. Donc c'est vraiment une source de vie, je le répète encore. Et un deuxième mécanisme, il y a les fonds des entreprises pour la biodiversité. Donc c'est une ou plusieurs entreprises qui financent une aire protégée ou un projet dans une aire protégée. Et nous, on intervient en tant que gestion financière de ces entreprises-là. Donc ça permet aux entreprises de se concentrer sur leur cœur de métier et faire aussi avoir des impacts de plus grande envergure parce que ça a vraiment un impact direct sur l'environnement au niveau de ces aires protégées-là. J'ai préparé aujourd'hui une belle présentation avec de jolies photos d'aires protégées. Mais finalement, donc, vous allez vous contenter de me voir juste. Donc voilà, nous sommes là avec notre chargé de financement innovant et on a aussi ramené quelques livres sur les valeurs écosystémiques des aires protégées pour ceux qui sont intéressés. C'est gratuit, donc on peut les partager. Vous pouvez vous rapprocher de nous tout à l'heure. Voilà, j'ai respecté les 5 minutes. Merci. De moyens de contribuer en tant qu'entreprise dans cette recherche d'impact positif pour l'environnement. Donc merci beaucoup. Nous vous invitons à prendre un peu petite collation derrière. Et encore, merci de vous être engagés pour une heure aujourd'hui, 1h30. Mais on espère que tout le monde va s'engager plus d'1 heure pour notre biodiversité à Madagascar. Merci beaucoup. Très bientôt.